Bonjour et bienvenue au podcast Survivre à l'échec. Comme vous le savez, le podcast a pour vocation d'inviter donc des gens inspirants, des entrepreneurs qui justement inspirent et qui vous expliquent un petit peu leur parcours. Je suis accompagné de Tocine Adedi. Hello. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir François Lempereur, qui a un cabinet de conseil en communication qui s'appelle Popcom. Donc bienvenue François. Bonjour Nicolas, merci. La première question qu'on pourrait te poser, c'est tout simplement est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours? On sait que tu as travaillé pour de grands groupes presse. Aujourd'hui, tu as une entreprise qui a 3 ans, une entreprise où tu es seul. Donc forcément, la difficulté est tout autre. Et l'idée, justement, c'est de te découvrir et de nous dire, en fait, quelles ont été un petit peu les difficultés de ce changement. Alors, je viendrai effectivement sur la difficulté. Je réponds à ta première question sur mon parcours. Moi, j'ai un parcours, j'allais dire, atypique. Plus jeune, j'avais 2 appétences. Un, le milieu militaire et un, la publicité. Donc, 2 milieux totalement opposés. Donc, il y avait déjà une notion de schizophrénie que j'ai su aborder plus tard. Et puis, à un moment, il a fallu choisir. Et c'est le secteur de la publicité et des médias qui l'a remporté. Et à ce moment-là, j'ai fait toute ma carrière, comme tu le disais très justement, dans des grands groupes médias. D'abord au Figaro, puis après j'ai vécu l'aventure Internet digitale chez Wanadoo. Et puis après, j'ai eu une très belle et très grande aventure chez TF1 pendant 15 ans. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'à 45 ans, le milieu militaire m'a rattrapé parce que j'ai été intronisé officier de réserve au sein de la Gendarmerie nationale sur des aspects de communication. Donc en fait, la Gendarmerie nationale est venue me chercher pour mon expertise sur la communication et les médias, et je suis en charge de stratégie de communication interne et externe pour cette institution. Et donc, à chaque fois que tu as changé donc, de Figaro, Wanadoo, etc., c'était quoi ton poste, ton activité? Alors, j'ai commencé comme au Figaro, j'ai découvert vraiment le milieu de la publicité et de la presse sur des fonctions techniques administratives. C'était la mise en place, ce qu'on appelle le chemin de fer d'un journal. Donc, c'était vraiment la base et l'ossature même d'un journal. C'était très intéressant. Et puis après, au fur et à mesure, moi, je voyais les commerciaux partir au rendez-vous, négocier, vendre de la pub, être sur le terrain. Je me suis dit, moi, j'ai envie de faire ça, être au contact de nos clients, vendre et convaincre les annonceurs de venir acheter l'espace publicitaire au Figaro. Et donc, j'ai pu basculer comme commercial dans une autre régie publicitaire presse. Le digital est arrivé, donc j'ai découvert ce milieu du numérique chez Wanadoo, où là, j'étais en charge de commercialiser les espaces pub. Donc, chef de pub junior, directeur de clientèle. Donc, j'ai évolué comme ça jusqu'à arriver chez TF1 Pub comme directeur de clientèle sur la partie digitale. Puis, j'ai découvert le milieu de la télévision, donc des mix médias. Et puis, au bout de 9 ans à la régie, j'ai basculé chez TF1 Production, parce que je voulais voir vraiment le cœur de réacteur de TF1, qui était la production, les films. Et donc, j'ai bénéficié d'une mobilité interne et j'ai intégré donc TF1 Production en tant que directeur marketing et commercial pour vendre les prestations techniques et créatives de TF1 pour les annonceurs. Tous les films d'entreprise et les films institutionnels. C'est une très, très belle carrière. Merci. Et comment est-ce que tu es arrivé dans l'entrepreneuriat? Alors, c'est une autre belle aventure aussi. Après 15 ans chez TF1, c'est vraiment une entreprise qui m'a permis de faire de très belles choses. J'ai eu des fonctions de délégué du personnel, j'ai été président de l'association sportive de TF1, j'ai travaillé pour la communication interne, pour la com interne, j'ai présenté des émissions internes chez TF1. Enfin, vraiment une entreprise qui m'a permis de m'épanouir et de faire plein de choses. Et puis, au bout de 15 ans, j'ai fait ce qu'on appelle un bore-out. Non pas un burn-out, mais un bore-out. Qu'est-ce que c'est? Bore-out. Qu'est-ce que vous ne connaissez pas? Non. Un bore-out. Alors, je tournais en rond. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un de curieux, de dynamique, et j'avais envie d'un nouveau challenge. Et je pense que j'avais vraiment fait le tour. J'avais été à la pub, première régie européenne, donc je ne pouvais pas trouver mieux. TF1 Production, une très très belle entreprise. J'ai eu un détachement chez TF1 Event
où là, pendant 2 ans et demi, j'ai accompagné des annonceurs et des clients à monter des événements de plus ou moins grande envergure. Vraiment, j'ai fait plein de choses. J'ai fait même des one-man shows chez TF1 à plusieurs occasions. Enfin, vraiment, j'ai fait plein de choses. Mais t'as eu combien de vies Parce que tout ça, disons. Tout 25 vies. Tout ça, oui, mais bon, c'est peut-être un tempérament d'être curieux, d'essayer de toujours s'améliorer, de découvrir des nouvelles choses. Bon. Et donc, au bout de 15 ans, voilà, j'ai tourné en rond. J'ai eu la possibilité... Enfin voilà, j'étais plus animé, j'avais plus la passion et j'avais vraiment des très bonnes relations avec mes collaborateurs chez TF1, mais voilà, il me fallait un nouveau challenge. J'ai eu l'opportunité, enfin il y a une occasion, une fenêtre s'est ouverte pour le secrétaire général de TF1, donc c'était plus la partie lobbying, et puis pour différentes raisons, ça n'a pas pu se faire. Bon. Et donc le confinement arrive, et là un choix cornélien se présente à moi. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste ou est-ce que je profite de cette période totalement nouvelle pour tout le monde pour faire autre chose? Parce que pendant le confinement, ton activité s'est arrêtée? Alors, j'étais encore chez TF1, mais l'activité, les entreprises ne faisaient plus de films institutionnels. Effectivement, ça s'était arrêté. Donc, ça m'a permis de me poser, me dire, voilà, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et l'aventure entrepreneuriale s'est présentée pas tout de suite. J'ai d'abord vraiment réfléchi, je me suis posé. Voilà, c'était vraiment l'occasion. Hein, je veux dire, même si je regardais beaucoup de masterclass, je me suis nourri l'âme pendant le confinement parce que l'activité était au ralenti. Je me suis dit, je prends la décision de partir. Je sors de ma zone de confort, je quitte TF1. Et j'ai négocié mon départ. Et dans cette négociation, il y avait le fait de reprendre des études. Et donc, j'ai repris le chemin de l'école. J'ai repris mon cartable à la fin du confinement. Enfin, premier cours était en visio. Et donc, j'ai fait un master à Sciences Po de lobbying et stratégie d'influence parce que j'en faisais déjà un petit peu pour TF1. Et j'ai fait donc ce master pendant 9 mois. Et à l'issue de ce master, je me suis dit, j'avais réfléchi, encore une fois. Je me suis dit, je vais monter une structure dans laquelle je vais proposer ce que j'aime faire et ce que je sais faire. Et c'est que là, l'idée de Popcom est arrivée. Alors, petite parenthèse, pourquoi Popcom? Parce que mes clients viennent me voir, certains parce qu'ils ne sont pas connus et ils veulent être un peu plus connus. Donc, c'est comme le grain de maïs qui pétille. Voilà, il y a du mouvement. Voilà, c'est pour ça que j'ai appelé ça Popcom. Mais tu es sorti totalement de ta zone de confort. Ouais. Totalement. Parce que j'imagine qu'avec les postes que tu avais, les engagements que tu avais, puis le salaire évidemment qui va avec, tu repartais totalement de zéro. Totalement, voilà, je crois que tu l'as dit, je repartais totalement de zéro, je suis sorti quand même de ma zone de confort. D'aucuns m'ont dit, mais tu es fou. Peut-être, mais je prends le risque, j'avais envie de voir autre chose et de vivre cette aventure entrepreneuriale. En plus, tu lis très justement de partant de zéro, sans spécialement de clients, parce que c'était vraiment une activité. J'aurais pu monter l'équivalent de ce que je faisais avant chez TF1 avec des clients qui m'auraient suivi. Là, c'était une nouvelle activité. Donc, j'avais quelques partenaires. Puis, donc, il a fallu avoir cette phase de lancement, de créer le nom, le logo, toute la partie administrative. Sachant que quand tu es dans des grands groupes médias dans lesquels j'étais, cette partie-là n'était pas spécialement... je ne me souciais pas de tout ça. Surtout que tu fais ça seul. Et surtout que je fais ça seul. Et au bout de 3 ans et demi, effectivement, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est pesant. C'est quelque chose auquel je n'avais pas pensé. La solitude de l'entrepreneur. Est-ce que c'est la seule contrainte? Est-ce qu'il y en a eu d'autres? Parce que du coup, il fallait que tu crées ta clientèle. Enfin, quels ont été les défis auxquels tu as dû faire face pendant ces 3 ans? Et où est-ce que tu en es? Est-ce que tu trouves que ta boîte, elle a bien évolué? Alors, ce qui m'a intéressé et ce qui me plaît encore maintenant, c'est que pour développer cette activité, c'est pas une activité où je reste chez moi, c'est pas une activité digitale où les relations se font à la distance. C'est de l'humain. Et comme je mets l'humain au cœur de mon activité, parce que je fais de la relation presse, de la relation publique, j'anime des conférences, ou j'organise des événements, je fais de la mise en relation, il y a de l'humain. Donc ça, c'est ce qui m'a tout de suite motivé lorsque j'ai monté Popcom, c'est d'aller rencontrer des gens pour vendre mon activité et me vendre, moi, indirectement. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est finalement de la relation presse? Parce que quand on parle de relation presse, on a peut-être tendance à penser c'est la gestion entre, par exemple, des politiciens et des journalistes.
mais très peu dans l'aspect entrepreneurial, je veux dire. Ouais, ou alors on pense à comment faire pour passer dans des journaux. Enfin, Alors, des choses comme c'est ça. un peu plus ça, plus que des politiques. Donc, je dirais plus, c'est de la relation avec les médias. Donc, pour donner un exemple, j'ai des clients qui me disent, voilà, j'ai lancé un nouveau produit, j'aimerais le promouvoir, qu'on parle de moi dans la presse, à la télévision, à la radio. Et moi, je fais la mise en relation avec mon réseau de journalistes, donc soit les ex-TF1, soit des amis qui ont quitté, qui sont dans d'autres rédactions, qui sont sur le digital, qui sont en presse, qui sont en radio. Et je les mets en relation avec mes clients. Ils discutent ensemble et puis ils voient comment pouvoir promouvoir le produit. Donc, c'est la relation avec les médias. D'accord. Et est-ce qu'il y a un résultat garanti? C'est-à-dire que la personne, elle vient, elle signe et tu donnes comme promesse de faire passer dans 5-10 médias ou pas trop? Parce que j'imagine qu'en fonction du produit, c'est un peu... Effectivement. Alors, j'essaye d'être vraiment tactique. Là, je prends l'exemple d'un client qui est dans l'alimentaire pour schématiser. Et l'alimentaire, mais avec une notion santé. Et ben là, en quelques coups de téléphone, quelques mails, j'ai réussi à le faire passer dans une émission spécifique santé, où là, il a pu parler, promouvoir les bienfaits de son produit. La garantie, c'était de lui faire une télé. Et puis là, on a d'autres projets pour des publications spécifiques dans le milieu médical. Voilà, donc on avance. Mais je ne pars pas comme certaines agences de presse en disant tu vas avoir 15 parutions dans le mois. Voilà. En fait, c'est du ciblé. C'est de la cohérence, c'est du captif, c'est du ciblé. Chirurgical. Exactement. Donc c'est vraiment personnalisé. C'est personnalisé. C'est vraiment du ad hoc à chaque fois. Ça aurait été un autre sujet ou une autre thématique. J'aurais trouvé dans mon réseau ou j'aurais activé mon réseau pour trouver vraiment la publication Du coup, c'est un business qui peut être compliqué à scaler parce que c'est vraiment personnalisé. Donc, on ne peut pas mettre deux choses en place à la chaîne. Je ne peux pas industrialiser. Ouais. Je peux pas industrialiser oui, c'est toi encore. seul qui fais individuellement Exactement. Le placement. C'est vraiment à la demande. Et puis, effectivement, tu l'as évoqué, je fais de la relation presse, relation média. J'ai dit tout à l'heure, j'organise des événements où je les anime et puis de la mise en relation. Et puis, quand on est entrepreneur, il faut être souple, agile et dire oui le plus souvent possible. Donc, on me propose, c'est même des clients qui me disent tiens, tu as fait ça, tu as tel parcours, est-ce que tu serais capable de faire telle chose? Et comme je ne sais pas dire non, c'est ce que j'ai appris, je dis oui, je le fais. Donc, ça demande un peu, ça rajoute du stress. Mais ça se passe bien, donc tant mieux. Mais j'ai eu à former des équipes commerciales sur des sujets très spécifiques qui n'étaient pas, j'allais dire, dans ma job description de Popcom. Et si on venait sur la création auparavant là, de cette entreprise, tu l'as fait à un moment de ta vie où tu étais quand même plus âgé que quelqu'un qui avait 20 ans, qui commençait tout juste et avec peu d'expérience. Toi, tu avais tout ce bagage, mais pour autant, j'imagine que tu as rencontré quand même des difficultés. Bien sûr. Alors, l'avantage, comme tu dis, d'être un peu plus âgé, c'est que j'avais l'expertise et l'expérience et le réseau. Mais la difficulté, je pense qu'on est 20 ans, 30 ans, ou 50 ou 60, c'est toute la partie, j'allais dire, sûrement administrative, l'organisation. Quand on est, j'allais dire, chouchouté d'avoir été dans des grands groupes où j'avais une équipe marketing pour s'occuper des présentations, quand j'avais une équipe pour la facturation, pour les deux... C'est confort. C'est confort. C'est confort. Quand tu as tout ça à faire, c'est plus compliqué. Donc, tu as tout en même temps. Et puis, comme beaucoup le disent, j'ai été confronté à ça, c'est que moi, je suis dans l'action, j'aime produire, j'aime travailler. Donc, quand je suis sur un événement ou quand je fais la relation presse, c'est du temps que je n'ai pas pour prospecter. Donc, c'est vrai que c'est des choses auxquelles je n'étais pas confronté. Évidemment. Et je l'ai découvert au fur et à mesure. On apprend en marchant. Hein. Oui, c'est des opportunités, des rencontres. Mais si j'avais à le refaire, on l'évoquera peut-être tout à l'heure aussi, mais c'est de peut-être un peu plus savoir m'entourer. Est-ce que tu penses avoir l'âme d'un entrepreneur? Ah, la question. Ouais. Quand ça fonctionne, je me dis oui, j'ai bien fait, j'ai l'âme. Ouais. Quand c'est un peu plus compliqué, je me dis finalement c'est peut-être pas
peut-être pas mon truc. Ou, voilà. Donc, Et quand tu dis compliqué, c'est quoi exactement? Compliqué, c'est-à-dire que quand tu as du mal à développer l'activité ou quand tu as des difficultés à développer comme j'aimerais mon activité, je me dis, mais est-ce que je ne suis pas trompé? Est-ce que l'angle est bien? Est-ce que je me dilue pas un peu ou est-ce que je me diversifie pas trop? Et d'un autre côté, j'ai des exemples dans les 3 activités principales que je propose. C'est toujours cette dualité en disant j'aurai sur les 3, j'en aurai une qui fonctionne très bien. Je vais me focaliser là-dessus. Là, j'ai des exemples dans les 3, à plus ou moins pourcentage égal ou pas, mais c'est où là, je me dis est-ce que effectivement j'ai cette âme d'entrepreneur. Et là, aujourd'hui, tu en es où? Comment est-ce que tu te sens? Où est-ce que tu en es dans cette vie? Alors, Popcom a 3 ans et demi d'existence. Je me pose beaucoup de questions. Effectivement, je suis dans une période de doute, de flottement, de questionnement, en me disant, on l'a évoqué tout à l'heure sur le fait de la solitude de l'entrepreneur, de tout avoir à gérer, même si je suis très bien entouré. Je fais partie de différents clubs d'affaires, de clubs, dans un réseau, j'ai un bon réseau, je pense bien m'entourer, être bien entouré. Mais j'ai effectivement cette période de flottement, de me dire, voilà, je suis à un moment où 3 ans et demi, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue? Ou est-ce que je mets en stand-by, je garde l'idée toujours de Popcom, mais je retrouve peut-être une stabilité émotionnelle, c'est un peu fort, mais stabilité financière, une stabilité psychologique dans une structure, tout en ayant en tête Popcom peut-être pour redéfinir un peu les axes de développement. Tu trouves que l'ascenseur émotionnel est beaucoup trop fort par rapport à ce que tu vis? Oui, je l'avais pas anticipé comme ça. Effectivement, il est assez puissant, surtout dans les... Alors, il y a des périodes d'euphorie. Les 2 premières années, on est dans l'euphorie, on développe, on est content. Et puis on arrive, 3 ans et demi, à peut-être une période charnière. Moi, j'avais entendu beaucoup, mais il faut 3 ans pour... OK. 3 ans, ouais. Donc là, j'arrive à 3 ans et demi. Bon. Et je suis pas du tout à dire je trouve des excuses pour ne pas faire les choses. Moi, je suis plutôt un problème, une solution. J'ai toujours évolué comme ça. C'est comme ça que j'ai pu évoluer dans ma carrière. Là, j'ai un constat où, effectivement, pour différentes raisons, j'ai eu des annulations ou des reports de projets que j'avais par des clients. Donc, c'est vrai que ça peut mettre un coup d'arrêt. J'avais pas anticipé, donc peut-être un problème d'anticipation. On se remet en question. J'avoue que c'est quelque chose qui est pas nouveau, mais qui fait du bien de se remettre en question. Mais est-ce que c'est pas quelque chose que tout le monde expérimente à cause du contexte de crise dans lequel on se trouve, ou est-ce que tu penses que c'est spécifique à ton cœur d'activité? D'où est-ce que tu penses que viennent toutes ces annulations ou cette baisse d'activité? Alors non, ça c'est sûr, je ne suis pas le seul, et on le voit, c'est assez marrant. Je trouve qu'il y a une tendance en ce moment sur les réseaux sociaux, essentiellement LinkedIn, à ce que beaucoup d'entrepreneurs soient beaucoup plus transparents et acceptent leur vulnérabilité. Et ça, j'ai remarqué depuis quelques mois. J'en suis pas moi à faire un post, voilà. Mais il y a beaucoup effectivement d'entrepreneurs, plus ou moins jeunes ou moins jeunes, expérimentés avec une entreprise qui existe depuis longtemps, qui expliquent leurs difficultés au quotidien, parce qu'il y a beaucoup sur les réseaux sociaux de « je gagne tant, ça y est, depuis que je suis entrepreneur, c'est génial ». Ce serait magique, hein, c'était comme ça pour tout le monde. Et tant mieux pour ceux qui arrivent, moi je trouve ça très bien. Mais beaucoup, en ce moment, d'entrepreneurs acceptent leur vulnérabilité et l'expriment. C'est la tendance actuelle. C'est la tendance actuelle. D'où aussi ce podcast Survivre à l'échec, parce que c'est vrai que... Tout est lié, pas de hasard. Non, mais on parle beaucoup de réussite. En fait, il y a une période où on parlait beaucoup de réussite, on gagne beaucoup d'argent. Bon, il y a eu beaucoup de fake aussi, puis tout le monde ne raconte pas forcément la vérité, mais beaucoup lié à la réussite, mais très peu d'échecs, finalement. Être entrepreneur, pour l'inconscient collectif, c'est on gagne beaucoup d'argent. Tout à fait. On profite des vacances aux Bahamas et c'est nickel. Mais finalement, on ne parle pas des off. Tout ce qui ne se voit pas, les coulisses, c'est venant des médias, il y a ce qu'on voit et les coulisses.
Et je pense qu'on se rend compte que inspirer, c'est être vrai. Et c'est plus facile pour les gens de s'identifier à des personnes qui ont des réalités similaires à la nôtre. Et je pense qu'il y a un éveil de conscience. Ouais, Tu as tout à fait raison. J'allais rebondir là-dessus. C'est vraiment parce que c'est une très bonne motivation. J'allais dire, mais en fait, au bout d'un moment, et tu l'as un peu dit, c'est faut être vrai. Au bout d'un moment, faut dire les choses. Il faut être vrai. Je pense que c'est c'est beaucoup plus parlant. C'est pour ça que cette tendance justement de LinkedIn dont tu me parlais là, c'est justement cette tendance de parler de soi et de faire la différence plus sur l'humain que sur l'expertise. Parce que on va dire sur deux personnes équivalentes avec une expertise équivalente, souvent les gens prendront celui ou celle qui est plus sensible par rapport à son vécu. Oui, parce que c'est pour ça qu'on est humain. Et moi, j'ai ce constat-là. Pourquoi ? Parce que je prône la dynamique, le fait que les bonnes idées, ou en tout cas quand il y a des bonnes nouvelles, il y a une vraie synergie qui fait que ça se développe et c'est très agréable. Mais l'inverse est vrai aussi. Et que, ayant toujours été dans cette dynamique positive, je n'ai pas pris le temps de me poser en disant attention, faut pas confondre vitesse et précipitation. Et maintenant, je suis confronté. Voilà, je prends le temps de me poser, de me dire voilà, qu'est-ce qui se passe, comment on en est arrivé là, enfin comment j'en suis arrivé là, et comment le régler. Et c'est vrai que c'est des questions auxquelles je n'étais pas du tout confronté, dans la mesure où j'avais cette dynamique-là, cette dynamique positive. Maintenant que je suis confronté à plus de difficultés, je prends le temps de le faire et j'accepte certaines vulnérabilités, chose que je n'aurais pas fait il y a quelques années. Mais est-ce que c'est en soi une erreur ou est-ce que ça fait partie de ta personnalité ? Parce qu'on a deux genres de personnes, je pense, des fonceurs et des personnes qui pensent plus aux conséquences, etc. Et peut-être que c'est pas forcément un défaut, mais c'était un passage obligé. Enfin, qu'est-ce que tu en penses ? C'est très vrai. Je pense que c'est un passage obligé. J'avais sûrement besoin de ça. Tu parles de fonceur. Oui, je pense que, je disais tout à l'heure, je suis un passionné, j'aime faire les choses, j'aime découvrir, être curieux. J'aime faire plein de choses. Au sein d'une même boîte, j'ai eu plein d'activités. Un jour, on m'a dit, il faut qu'on te mette dans une case. Bon, c'est un très bon compliment pour moi. Alors, on parle de parcours atypique, de personnes atypiques. Il y a effectivement peut-être une hypersensibilité, c'est un terme aussi à la mode, qui fait que quand les émotions sont positives, ça décuple la force et l'envie de encore plus faire. Et quand les émotions sont un peu plus négatives, ça fait la même chose, mais dans l'autre sens. Donc c'est un peu plus douloureux, on est moins habitué, il faut savoir comment s'en décharger et comment passer au-dessus. Comment tu vois l'évolution de ton activité ? Parce que tu as commencé il y a quelques années. On sait que la presse est plus en... Même les médias, oui. Les médias en général souffrent énormément. On parle beaucoup de digitalisation. Comment tu vois, toi, l'avenir de ça, de ton activité, de ton métier ? Alors, c'est justement ce que je traverse en ce moment en disant, voilà, est-ce que je continue à développer en m'associant, peut-être, effectivement, c'est une possibilité de proposer les prestations que j'ai au sein d'une structure qui n'aurait pas ces compétences-là ou le réseau, donc c'est une possibilité. Soit, comme je disais, de mettre en stand-by et reprendre une activité, faire ce que je fais, mais pour une agence, donc de quitter le côté entrepreneuriat. Voilà, c'est les deux axes que j'ai dans un premier temps. Mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'évolution des médias depuis le début de ta carrière jusqu'à maintenant et qu'est-ce que tu penses qui va se passer dans l'avenir ? Alors, si j'avais une boule de cristal, je pense que tous les médias me diraient François, il faut que tu viennes bosser avec nous. Non, ce que je ressens, ce que je vois, c'est que entre le moment où j'ai commencé, il y a 20-25 ans, encore une fois, ça fait un peu vieux de dire ça, mais j'ai commencé donc au Figaro il y a de nombreuses années. Le digital n'existait pas. C'était la presse. La presse était presse papier. Les gens achetaient. On tirait 1 million ou 2 millions d'exemplaires la presse, la presse quotidienne régionale, le Figaro, François, des titres François n'existe plus, mais voilà. Et puis avec l'arrivée du digital, moi j'ai voulu aller voir ça chez Wanadoo. Donc
pour résumer, la tendance, c'est effectivement la technologie, l'innovation, l'intelligence artificielle, c'est le thème à la mode, mais tout le monde y vient, même les journalistes. Hein. Tu penses que c'est une bonne idée, une mauvaise idée ? Alors, je pense que l'IA peut être un vrai outil. J'assiste à suffisamment de conférences pour apercevoir que c'est techniquement impressionnant. J'ai une phrase qui est techniquement impressionnant et déontologiquement effrayant. Parce que, comme toute nouvelle technologie, il y a les bons usages et puis il y a ceux qui vont le détourner. Je pense que c'est une vraie aide. Enfin, je le vois pour des journalistes, je le vois dans plein de domaines. C'est un gain de temps, c'est un gain de productivité. C'est sûrement très, très utile. Dans la médecine, j'ai vu des avancées technologiques grâce à l'intelligence artificielle. Pour moi, on ne peut pas passer à côté et on ne peut pas freiner cette technologie. La difficulté, c'est que ceux qui vont en faire un mauvais usage ou détourner la fonction première de l'IA. Donc, je pense que dans les médias, parce que c'est la question que vous me posez, c'est effectivement l'innovation, la technologie qui va faire la différence, sans oublier quand même de l'humain. Moi, je maintiens la présence de l'humain pour maintenir des relations, pour programmer, encore une fois. Hein, les robots ne se programment pas tout seuls. Donc, je pense qu'il y a une mutation, mais je pense que c'est valable pour tous les domaines. Il y a une mutation avec des nouveaux métiers qui vont apparaître. Certains vont disparaître, effectivement, mais des nouveaux vont émerger. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de sentir ce qui va arriver. J'en discutais il n'y a pas longtemps. Des métiers qui peuvent se développer en entreprise, c'est des professionnels du prompt, ceux qui vont vraiment bien écrire la demande spécifique sur ChatGPT ou d'autres. Mais voilà, c'est un métier parmi tant d'autres. Mais il y en a sûrement qui vont émerger dans les années à venir. Oui, effectivement, on dit que 60% des métiers de 2030-2035 n'existent pas encore. J'en suis persuadé. Ouais, c'est des mutations, mais qui peuvent faire gagner du temps, qui peuvent faire gagner de l'argent aux entreprises. Donc, je trouve ça très bien. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui t'inspire ? Qu'est-ce qui arrive à t'inspirer au quotidien dans le domaine justement des médias ? Parce que la vidéo, par exemple, est omniprésent, les réseaux sociaux aussi. Est-ce que c'est des choses quand même qui t'inspirent Oui. Alors, les réseaux sociaux, moi, je me sers beaucoup des réseaux sociaux pour ma propre com, alors pas personal branding, mais pour communiquer sur des événements que j'ai organisés, sur des conférences que j'ai pu animer, sur mettre en avant mes clients. Donc oui, les réseaux sociaux, pour moi, sont très, très utiles. C'est comme tout, il faut savoir parfois s'en dégager un peu, ne pas être tout le temps dessus. Moi, c'est une vraie drogue et j'essaye un peu de calmer mon temps de connexion. C'est très addictif, mais encore une fois, je ne suis pas seul, je pense qu'on est beaucoup à être là-dedans, à avoir ce sujet-là. C'est de pouvoir dégager du temps et de se dire, il n'y a pas que les réseaux sociaux, c'est très utile. Et donc ça, je continue à être beaucoup dans l'humain et à faire partie de groupes. Quand je dis seul dans le travail, mais je suis bien entouré en faisant partie de clubs d'affaires, dans différents réseaux. Donc je vois beaucoup de monde, j'échange, je partage. Et ça, c'est encore ce qui me motive, parce qu'il y a du lien et du lien. Donc ça, c'est très important. Est-ce que tu peux nous donner un ou 3 conseils pour une personne qui a sa boîte ou qui souhaite se lancer et qui comprend qu'il faut qu'elle travaille sur les médias, il faut qu'elle travaille sur sa présence. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour déjà débuter ou peut-être dynamiser sa visibilité sur les réseaux Bonne question. Alors, 1 ou 3 conseils, ça va, j'ai le choix. Non, mais je pense qu'on vient de le dire, la digitalisation, le numérique sont très importants. Ça devient, j'allais dire, c'est essentiel d'être présent. Et donc, il faut communiquer. Quand on a une marque, quand on a une entreprise, il faut effectivement avoir idéalement un site internet, être présent sur les réseaux sociaux. Savoir bien communiquer. Encore une fois, communiquer pour communiquer, non, il faut bien le faire. Donc, c'est indispensable d'être présent sur les réseaux sociaux. Mais là aussi, faut bien mesurer sa façon de communiquer. Il faut le faire quand on a quelque chose d'intéressant à dire.
mais il y a une présence indispensable sur les réseaux sociaux. Donc, il faut s'entourer effectivement Il y a de des gens qui pièges. maîtrisent. Voilà, est-ce qu'il y a des choses à pas dire, Ouais, ou des des pièges, choses à ne pas vraiment à faire éviter. Des choses voilà. où voilà, c'est le genre, carton rouge voilà, direct. exactement. Là, encore une fois, tout va dépendre du secteur d'activité, de l'entrepreneur. Mais je pense que si c'est pour mettre en avant un client, effectivement, là, on est vraiment dans de la relation presse ou de la communication B2C d'un produit, d'expliquer les bienfaits, d'expliquer voilà, ce qu'on peut faire. Voilà, je me perds un peu là. On va recommencer. On va recommencer. Parce Alors, que je vais c'est... te reposer la question. Si tu avais des choses justement à tes clients à dire, attention, ne faites surtout pas ça, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Je serais plus envie de le dire, faites surtout ça plutôt que pas ça. Mais alors je leur dirais, prenez-moi, je vais vous accompagner sur votre communication. Non, je pense qu'il faut bien connaître les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on sait que Instagram a une façon de communiquer, il y a des façons de communiquer sur Instagram, TikTok c'est la même chose. Après, il ne faut pas non plus tomber dans je vais être présent sur tous les réseaux sociaux. Parfois, ça n'est pas utile d'être présent sur certains. Donc, c'est bien connaître le fonctionnement, les cibles. Mais ça, j'allais dire, c'est le b.a.-ba d'une communication d'un annonceur lambda. Il va plutôt choisir telle chaîne de télé plutôt que telle autre en fonction de sa cible. Donc, on n'est pas obligé d'aller sur tous les réseaux sociaux pour communiquer. Il va falloir y aller en fonction du produit, du budget et de ce qu'on va dire. Et donc, c'est vraiment bien connaître les réseaux sociaux et de travailler avec l'algorithme pour pouvoir communiquer de manière efficiente. Je ne peux pas m'empêcher de te poser cette question, vu que tu viens de parler de cela. On entend beaucoup tout ce qui est relations presse, ça coûte cher et c'est pas forcément utile parce que maintenant on a les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu répondras à ça? Alors, c'est le grand débat de... je vais mettre les pieds un peu dans le plat, mais à un moment, c'était influenceur-journaliste. C'est-à-dire que vous parlez à des journalistes, des influenceurs, ils sont dingues. C'est un peu la chasse, c'est un peu la voilà, guerre. c'est un peu la guerre entre les deux. Et vous parlez de journalistes à des influenceurs, ils disent, mais qui sont ces gens-là? Bon. Je pense que c'est un mix. C'est-à-dire que la relation presse existe, la presse existe encore. Il y a encore plus de fonds quand c'est un journaliste qui va écrire, qui va parler de votre produit. Il y a une vraie connaissance. Il y a l'immédiateté des réseaux sociaux. C'est l'avantage de cette communication, c'est que c'est immédiat. Vous avez un produit, vous le mettez en avant. Après, tout dépend si vous voulez faire que du digital, si vous voulez avoir une présence en télévision. Il y a encore la force de vue à la télévision. Vous savez, le sticker vue à la télévision. Ou à la radio. Il y a encore une caution de sérieux, de légitimité quand c'est sur des médias traditionnels. Je ne dis pas que ça ne l'est pas sur les réseaux sociaux. C'est surtout mais du prestige, finalement, la télévision. C'est du prestige. Ça veut dire qu'on a les moyens de le faire. Exactement. Alors oui, Donc, je parle de la publicité. Mais il y a une crédibilité. Voilà, il y a une crédibilité. Encore une fois, l'image de la télévision, c'est je suis passé à la télévision. Il y a le côté mass média. Donc, il y a un côté j'ai réussi. Mais après, quand vous voulez faire du tactique, du ciblé, du segmenté, effectivement, c'est les réseaux sociaux qui peuvent vous permettre de toucher vraiment de manière captive votre cible. Et là, c'est du média planning de publicitaire. Qu'est-ce que tu pourrais recommander à quelqu'un qui est publicitaire, journaliste, ou en tout cas dans les métiers que tu as cités, qui commence ou qui veut commencer? Qu'est-ce que tu pourrais leur recommander, leur conseiller? Alors, tous ceux qui commencent comme journalistes, ils ont, enfin je l'espère et je crois qu'ils l'ont, une formation sur les réseaux sociaux. Donc ils n'y échappent pas. On le voit, il y a même des médias qui se montent uniquement sur les réseaux sociaux. Je pense à Brut, à Combini, voilà, ce sont des marques uniquement digitales. Donc ils ont cette connaissance. C'est juste d'équilibrer cette communication traditionnelle et digitale. C'est-à-dire que le 100% digital peut fonctionner pour certaines activités, mais pas d'autres. Il faut quand même maintenir un lien avec les journalistes et puis de communiquer encore sur des médias traditionnels qui sont encore consommés.
D'accord. On va rester sur les conseils que tu pourrais donner à quelqu'un qui est au début de sa carrière de journaliste. Est-ce que tu peux nous parler, je vais utiliser le terme erreur, hein, mais de la plus grosse erreur que tu as faite, ou alors positivement, la chose que tu as faite qui t'a aidé à perdurer aussi longtemps dans ce métier, c'est quoi? Enfin, c'est quoi la clé pour être un bon journaliste? Alors, je n'ai pas le statut de journaliste, hein, je ne Oui, suis pas journaliste, bien j'en sûr. fréquente beaucoup. Je pense qu'il faut être, j'en parlais aussi tout à l'heure, je pense que c'est de la curiosité. Faut être curieux, faut être agile, faut pas être réfractaire au changement. Le problème, c'est que je vois beaucoup peuvent être réfractaires à où on a peur de la technologie. Ouais. Il faut l'appréhender et l'apprivoiser, plus l'apprivoiser. Et donc, c'est, comme je disais tout à l'heure, de se nourrir l'âme, c'est de participer à des masterclass pour bien comprendre comment fonctionne l'intelligence artificielle, comment vont fonctionner alors, les médias ou d'autres secteurs d'activité demain, de bien comprendre comment ça fonctionne et de s'en servir. Encore une fois, c'est sûr que si on en a peur et on ne veut pas aller voir, on va rester sur des méthodes, on a toujours fait comme ça. Non, c'est pas le but. C'est vraiment d'être innovant et de comprendre les tendances de demain. Donc je pense que pour moi, c'est vraiment de la curiosité. J'ai la chance de pouvoir donner des cours dans différentes écoles supérieures dans les médias ou la communication. Et effectivement, c'est ce que je dis aux élèves, c'est soyez curieux. C'est-à-dire que vous êtes une génération digital native, très bien, mais soyez curieux des tendances, des nouveautés. Et je vois certaines générations, nouvelles générations, qui restent encore sur des choses un peu anciennes. Vous avez une multitude de choses. La technologie vous permet un gain de temps et soyez créatifs. Mais je pense que c'est un mix entre l'humain et la technologie qui est mis à disposition. Et tu nous as parlé de ton activité, donc de tout ce que tu as pu mettre en place et puis ton vécu, mais est-ce que tu peux nous parler de comment tu arrives à allier ta vie privée et ta vie professionnelle? Parce que tu as switché, tu as toujours, j'imagine, beaucoup travaillé même dans les grands groupes, et là encore, c'est encore autre chose, tu gères ton temps, mais j'imagine que tu travailles toujours autant. Comment tu arrives à allier tout ça? Alors ça aussi, c'est une bonne question et je le découvre. C'est que je pense que je me sépare jamais de mon téléphone, qui est un peu pour moi mon outil de travail, voire mon ordinateur. C'est-à-dire que oui, j'ai plus la séparation du vendredi, c'est le week-end. Je me suis toujours, alors ça c'est historiquement pour des raisons familiales, j'avais un papa qui disait moi je prends pas de travail le week-end, c'est la famille. Donc effectivement, par exception, quand j'avais des gros dossiers, des choses comme ça, je pouvais ramener un peu de boulot à la maison. Mais pour moi, le week-end, c'était vraiment précieux. Là, en tant que chef d'entreprise, j'ai mon ordinateur en permanence, j'ai les notifications, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Le moindre week-end, une journée, j'ai ma sacoche avec mon ordinateur. Si jamais il faut envoyer un devis, répondre, Oui. de peur de rater une notification. Tu peux le faire. Voilà. Mais du coup, ça n'empiète pas sur ta vie? Ah ben si, c'est pour ça que je dis que maintenant, c'est effectivement j'ai du non-stop et le cerveau parfois fume, un peu parce que je réfléchis à la créativité, mais aussi parce que la peur de rater la notification, la proposition. Donc c'est vrai que c'est assez chronophage et ça c'est quelque chose aussi à apprendre, c'est de se dire comment on arrive à se bloquer des périodes où je coupe, et je le vois aussi, hein, ça beaucoup sur les réseaux, je reviens à ce qu'on disait sur la vulnérabilité, c'est de se dire, beaucoup me disent, je coupe les notifications, je réponds quand je peux répondre, si je réponds pas, quel est l'impact? C'est pas bien grave. Et ça, c'est quelque chose que... Dans un autre podcast, un de nos invités nous parlait du surménage et du burn-out. Ça, c'est des choses sur lesquelles tu fais attention? Oui, j'essaie d'être vigilant. J'essaie d'être vigilant parce que la frontière est poreuse et que très vite, quand on est tout le temps, dès qu'il y a une sonnerie, en plus j'ai une sonnerie en fonction si c'est du WhatsApp, si c'est du LinkedIn, si c'est un mail, ça peut devenir effectivement, encore une fois, encore plus chronophage et burn-out pas loin. Donc il faut faire très attention, il faut être vigilant. Du coup, je vais repartir sur la notion d'entrepreneuriat, parce qu'on a l'impression qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un de libre. Mais là, avec ce que tu viens de me dire, c'est comme si, quand j'étais salariée, j'arrivais à couper, mais là, je suis un petit peu dans une roue sans fin.
Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que l'entrepreneuriat, c'est synonyme de liberté ou pas? Enfin, où est-ce que tu en es par rapport à cela? Alors, on est libre. La notion de liberté, oui, on est libre de gérer son temps comme on veut. Effectivement, si on veut prendre nos rendez-vous à partir de 11h et les terminer à 15h, bien sûr, on est libre. Je ne suis pas sûr que ce soit le plus efficace pour développer son activité. Donc, la liberté, elle est là. La liberté a un prix et elle coûte. Mais on est libre de s'organiser. C'est ça la liberté. Après, elle existe sûrement quand l'activité est florissante, mais quand on a des salariés, il faut aussi faire attention à leur bien-être et tout. Donc on est libre. Je pense que c'est une notion assez abstraite. On est peut-être un peu plus libre que lorsqu'on est salarié avec d'autres contraintes. Il y a une liberté, mais qui a aussi quand même ses limites. Donc on est libre de s'organiser. Oui, en tout cas, on est libre Mais tu de penses s'organiser. qu'être entrepreneur égale liberté ou égale fausse liberté? Alors, tout dépend. Alors, il faudrait revoir la notion et la définition de liberté. Et comment tu te sens, toi, par rapport à avant? C'est ça, la vraie question, c'est par rapport à Alors, ton je suis métier libre de d'abord. m'organiser, mais je suis peut-être un peu prisonnier de mon ordinateur, prisonnier de mes notifications. Voilà, j'en ai conscience. J'en ai conscience. Et peut-être qu'il y a aussi cette notion financière. C'est que quand on est salarié, on a une notion de confort. C'est l'élément, j'allais dire, fondamental. On a ce confort de se dire à la fin du mois, effectivement, on a un salaire qui tombe. Donc, quand on est entrepreneur, Ouais. c'est Mais plus est-ce que tu as On est compliqué. vraiment libre, mais- est-ce que tu as vraiment fait changement pour l'argent? Je l'ai pas fait pour l'argent. Je l'ai pas fait pour l'argent. J'avais envie de vivre et de découvrir cette aventure. Et je sais que ça un peu à l'américaine, c'est-à-dire que cette aventure de 3 ans et demi me servira. Et je suis pas le même maintenant qu'il y a 3 ans et demi quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Donc Mais c'est un vrai. J'essaie de transformer le côté un peu c'est compliqué, c'est dur. On parle de liberté. Ouais. Voilà. C'est vraiment quelque chose qui me sert et qui m'aura servi. qui te nourrit. Qui me nourrit, tout à fait. Même si tu ne l'as pas fait pour l'argent, est-ce que positivement, ça s'est amélioré financièrement, le fait d'être à ton compte, ou pas vraiment ou... Oh, je vais être... Non, on parlait de sincérité de temps en temps. Non, pas vraiment. Pas vraiment. C'est-à-dire que je n'étais pas présentateur chez TF1, mais j'avais un salaire tout à fait convenable. Étant commercial, j'avais des primes, des avantages autour. Tout ça, mais je l'ai accepté. C'est-à-dire que j'ai accepté de perdre certains avantages qu'on ne retrouve pas tout de suite. Mais non, j'y ai pas gagné. C'est encore récent, mais non, j'y ai pas gagné. En revanche, je me suis enrichi d'autres choses. Pour terminer, si on doit finir sur une note, est-ce que tu pourrais nous faire un mot de la fin? Qu'est-ce que tu retiens de tout ça? Alors, c'est ce que je disais, c'est que il faut, et c'est un peu le thème du podcast, c'est qu'il faut tourner en positif des difficultés. Et c'est ce que je disais, c'est de se dire, je me suis lancé dans cette aventure, j'ai découvert, voilà, je suis parti sur une mer un peu calme, j'ai pris mon radeau, je me mets un peu calme, il y a eu des tempêtes, j'ai tenu. Donc, de toute façon, c'est enrichissant. Alors, il faut encore une fois, toujours, c'est la difficulté, c'est de trouver du positif dans ce qui nous arrive. Et moi, je sais que ce que je viens de dire là, c'est que je ne suis pas le même maintenant qu'il y a 3 ans et demi. C'est-à-dire que ce soit que je me lance dans une autre aventure entrepreneuriale quelques années, que je retrouve en poste dans une entreprise, j'apportais quelque chose de positif parce que j'ai vécu ça, j'ai vu les coulisses, ça m'a endurci, j'ai découvert des choses auxquelles je ne m'y attendais pas. Donc et puis peut-être, ce qu'on disait tout à l'heure, il fallait peut-être que ça m'arrive pour découvrir certaines choses, voilà, qui étaient peut-être enfouies ou que je voulais pas voir parce que dans cette dynamique positive. Et le fait d'être confronté à ça, me repositionne, me remet l'église au milieu du village, de comprendre certaines choses. Donc je le prends. Il faut vraiment essayer de tourner en positif quelque chose. Et ça, je le vois, j'en ai pas parlé, mais j'ai fait pas mal de sports d'endurance. Et pour moi, c'est vraiment une aide de dire, voilà, quand j'ai fini une épreuve, j'en ai encore une autre, je fais du triathlon. Et pour moi, c'est ça. Le sport t'a beaucoup aidé. Le sport m'a beaucoup aidé. J'en ai fait vraiment une philosophie de vie, même quand la dynamique était positive. Lorsque j'avais une difficulté, même quand ça se passe bien, on peut avoir des difficultés. Je me suis toujours servi de cette philosophie du triathlon, qui est, voilà, quand on finit la natation,
Ok, on est content d'avoir fini, mais la ligne d'arrivée, elle n'est pas tout de suite là. Il y a encore le vélo. Puis une fois qu'on finit le vélo, on dit, ok, c'est très bien. Mais tu as encore la partie course à pied. La ligne d'arrivée, n'y pense pas parce qu'elle est encore d'entre elles. Finalement, c'est un peu le goût de l'effort. C'est le goût de l'effort, le côté un peu percheron. Ouais, parfois, côté percheron, on avance. Et, voilà. Merci beaucoup. Je pense que Merci beaucoup, François. Oui. ce que tu dis, c'est un petit peu la citation connue, hein, je ne perds pas, soit j'apprends, soit je gagne. Exactement. Et je pense que c'est cette mentalité-là que tu as et que tu as pu transmettre aujourd'hui et on t'en remercie. Tant mieux si ça a pu très bien, merci beaucoup. être pris dans ce sens-là. Merci encore à vous, téléspectateurs. N'hésitez pas à commenter, liker et partager, et surtout à vous abonner pour ne pas manquer nos prochains épisodes. À bientôt dans nos prochains épisodes. À bientôt. Au revoir. Au revoir.